Alors aujourd'hui, on va décortiquer une idée à la fois toute simple et assez dérangeante. Elle vient d'une œuvre majeure du XXe siècle, La notion de politique de Carl Schmitt. Et si le cœur de toute activité politique, ce n'était pas la discussion, le compromis, mais le conflit? C'est ce qu'on va voir ensemble. Spontanément, quand on pense politique, on pense à quoi? Aux lois, aux débats parlementaires, à l'économie. Mais si tout ça, ce n'était que la surface? Si la vraie nature de la politique, c'était quelque chose de bien plus viscéral, de plus fondamental? Eh bien, Schmitt, lui, nous propose une réponse pour le moins radicale. Pour ce juriste allemand de l'entre-deux-guerres, la politique, ce n'est pas une question de sujet, l'économie ou la morale par exemple, mais une question d'intensité. Pour lui, tout se ramène à une seule et unique distinction, la plus essentielle de toutes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Schmitt, le politique, ce n'est pas un domaine à part, comme l'art ou la religion. Non, c'est un degré d'intensité. C'est le moment où une opposition devient si forte qu'elle définit un nous face à un eux. C'est la ligne de fracture ultime des relations humaines. Et voilà, la phrase qui résume tout. Pour lui, peu importe le sujet de départ, ça peut être économique, religieux, culturel, si le conflit atteint un certain seuil d'intensité, il devient politique. Et à ce moment-là, il s'organise forcément autour de cette opposition. L'ami d'un côté, l'ennemi de l'autre. Et ce qui est crucial de voir ici, c'est que cette distinction est complètement autonome. L'ennemi politique, ce n'est pas forcément quelqu'un de mauvais moralement. Ce n'est pas non plus un simple concurrent économique ou quelqu'un qu'on trouverait laid. Non, la politique a sa propre logique, sa propre grammaire, et son opposition fondamentale est la plus forte de toutes. Mais attention, il faut être très prudent avec le mot ennemi. Chez Schmitt, il a un sens bien particulier. Ce n'est pas du tout l'adversaire du quotidien. C'est un point absolument central de sa pensée, alors il faut qu'on s'y arrête un instant. Là-dessus, Schmitt est formel. L'ennemi, ce n'est ni le rival en affaires, ni l'opposant dans une discussion. D'ailleurs, il reproche justement au libéralisme de vouloir faire ça, de vouloir réduire l'ennemi à un simple concurrent ou à un partenaire de débat. En faisant ça, le libéralisme ignore ce qui fait l'essence même du politique. Pour que ce soit bien clair, Schmitt va chercher une distinction dans le droit romain. Il y a l'inimicus, qui est l'ennemi privé, l'adversaire personnel, c'est une affaire entre individus, et puis il y a l'hostis, et ça c'est tout autre chose. L'hostis, c'est l'ennemi public, c'est un autre groupe, une autre collectivité, dont l'existence même est perçue comme une menace pour notre propre mode de vie. L'ennemi, au final, c'est ça. C'est celui avec qui la guerre, le combat physique, la lutte à mort, redevient une possibilité concrète. Et attention, ce n'est pas une question de haine personnelle. C'est une reconnaissance froide, presque objective. L'existence de cet autre groupe représente une menace pour la nôtre, et dans le cas le plus extrême, ça peut mener à un conflit armé. Logiquement, cette distinction ami-ennemi nous amène tout droit à la théorie de l'État de Schmitt. Parce que la question qui se pose est simple. Comment un groupe, un peuple, se défend-il contre un hostis? Pour Schmitt, la mécanique est implacable. La fonction première de l'État, sa raison d'être fondamentale, ce n'est pas d'administrer l'économie ou de garantir des droits individuels. Non, son rôle ultime, c'est d'identifier l'ennemi public et d'organiser la défense collective. C'est ça qui fonde son existence. Et c'est ça le vrai marqueur de la souveraineté. Ce qui définit l'État par rapport à toutes les autres organisations humaines, c'est ce fameux jus belli, le droit de déclarer la guerre, c'est-à-dire le droit d'exiger de ses propres citoyens qu'ils soient prêts à tuer et à être tués pour la survie du groupe. Pensez-y, ni une entreprise, ni une église ne peut exiger ça. Il résume tout ça en une formule absolument géniale. C'est le pacte fondamental entre l'État et ses citoyens. En gros, le deal est simple. L'État dit « je vous protège de l'ennemi extérieur » et en échange, les citoyens lui doivent obéissance. Pour Schmitt, s'il n'y a pas de protection, il ne peut y avoir aucune obligation légitime d'obéir. Alors, une fois qu'il a posé tout ça, Schmitt se tourne vers sa cible intellectuelle favorite, le libéralisme. Pour lui, toute la pensée libérale est une immense tentative, vouée à l'échec, de nier la nature conflictuelle du politique. Ce qu'il reproche au libéralisme, en somme, c'est de vouloir à tout prix effacer la distinction ami-ennemi. Le libéralisme essaie de la noyer sous l'économie, l'ennemi devient un concurrent, ou sous la discussion, l'ennemi devient un simple contradicteur. Il voudrait remplacer le conflit par un débat sans fin. Mais pour Schmitt, c'est une pure illusion. On ne supprime jamais le politique, on fait juste semblant. Et ça nous mène à une autre de ces phrases chocs qu'il reprend à Proudhon. Schmitt se méfie, comme de la peste, des grands concepts universels, et en particulier du mot « humanité ». Pour lui, ce n'est jamais un terme neutre, c'est une arme idéologique. Quand un camp prétend parler au nom de l'humanité, il s'approprie en fait un concept universel pour servir ses propres intérêts politiques.
Et c'est là qu'on arrive au paradoxe le plus terrible. Quand on mène une guerre, non pas contre un ennemi politique, mais au nom de l'humanité, on transforme le conflit. Ça devient une croisade du bien absolu contre le mal absolu. L'ennemi n'est plus un adversaire qu'on respecte en tant qu'humain, il est déshumanisé. Et ça ouvre la porte aux guerres les plus totales, les plus inhumaines. Évidemment, on ne peut pas analyser ces idées sans dire un mot de l'homme qui les a formulées. Le parcours personnel de Carl Schmitt est essentiel pour comprendre pourquoi sa pensée est, aujourd'hui encore, à la fois si puissante et, disons-le clairement, si dangereuse. Les faits sont là, et ils sont lourds. Schmitt a été un juriste brillant, mais il a aussi mis son intelligence au service du régime nazi en 1933. C'est une ombre immense qui plane sur toute son œuvre. Et pourtant, le vrai paradoxe, c'est que malgré ce passé, ses analyses continuent d'être lues, débattues, utilisées par des penseurs de tous les bords politiques. C'est ça qui est si troublant. Au fond, c'est la question que Schmitt nous renvoie à la figure. Et quand on regarde la polarisation de nos sociétés aujourd'hui, cette idée d'un « nous » contre un « eux » est plus actuelle que jamais. Alors on est obligé de se demander, est-ce que Schmitt a simplement mis le doigt sur une vérité brutale et intemporelle de la politique, ou est-ce que ses idées ont contribué à justifier ses pires dérives ? Sa description est-elle une simple observation ou une sorte de prophétie autoréalisatrice ? La question reste terriblement ouverte.